Alors, j'ai pris pour habitude de vous donner un aperçu des pays, tant en ce qui concerne l'histoire que la géographie, des régions et des pays que nous visitons. En ce qui concerne le Maroc, vous voyez que l'histoire est très ancienne. Le Maroc, c'est un carrefour de civilisations. Il y a eu toute une série de civilisations qui sont venues de l'Afrique centrale, puis des civilisations qui sont venues de la Méditerranée orientale, et puis après, une connexion avec l'Europe. Voilà, 1912-1956. Et 1956, donc, le Maroc est devenu un royaume indépendant. En ce qui concerne la géographie, c'est donc un pays qui est un peu plus petit que la France, 446 000 km², 34 millions d'habitants, dont 600 000 à Rabat. Là, vous avez une idée du pays dont nous allons parler aujourd'hui. Grand carrefour de civilisation. Voici une carte géologique très schématique de ce pays, le Maroc, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de chaînes de montagnes du nord vers le sud qui s'étendent depuis la Méditerranée occidentale, la mer d'Alboran, jusqu'au Sahara d'Afrique centrale. Vous voyez qu'au nord, il y a une chaîne alpine récente, le Rif, dont je ne parlerai pas, c'est un autre problème, une autre histoire, qui s'inscrit dans une logique d'ouverture et de fermeture de la Méditerranée actuelle, alors que les atlas dont nous allons parler s'inscrivent dans l'histoire d'un rift qui est plus méridional, une déchirure plus méridionale. Alors, ces atlas, vous voyez qu'il y en a trois, du nord au sud, l'atlas moyen. Au centre, le plus important, c'est le haut atlas. Et enfin, au sud, l'anti-atlas. Alors, je me suis intéressé essentiellement, par mon travail, à l'histoire qu'on appelle alpine, c'est-à-dire tous les phénomènes géologiques qui ont suivi la période hercynienne primaire. Donc je ne vous parlerai pas ou très peu de cette histoire ancienne qui s'est développée en particulier d'une part au sud dans l'Anti-Atlas, ici, voilà, dans l'Anti-Atlas, et puis vous voyez au nord également dans la Meseta marocaine. L'Atlantique est à gauche, donc c'est une série de chaînes de montagnes, les chaînes dites alpines, qui sont en connexion étroite, d'une part avec la Tétis orientale, et d'autre part à l'ouest avec l'Atlantique. Alors vous avez là en pointillé l'itinéraire que je vous propose et qui a le mérite de vous donner une idée, un aperçu de l'ensemble de ces trois atlas, moyen, haut et anti-atlas. Nous allons partir de Fès. Dans le moyen atlas, le traverser le haut atlas également,
et aller jusque dans le Sahara septentrional, dans les dunes de Merzouga. Et puis ensuite, nous irons vers l'ouest et nous ferons une autre traversée du Haut-Atlas occidental, qui est différent de l'Atlas que nous verrons précédemment ici. Donc, il y a une évolution est-ouest des environnements géologiques qui fait que ça mérite de faire donc 2 traversées du Haut-Atlas. C'est la chaîne la plus importante de ces atlas. Là, vous avez un écorché physique et vous voyez très bien que la chaîne montagneuse que nous allons visiter, ici, elle est faite de toute une série de structures qui sont parallèles, qui sont aiguës, comprimées les unes à côté des autres et qui séparent 2 grandes unités où la tectonique est beaucoup moins sévère, c'est-à-dire ici la meseta marocaine au nord et puis ici le Sahara au sud. Donc on voit très bien que ces chaînes de montagnes ont été pincées, coincées entre ces 2 grandes unités que sont donc la meseta au nord et le Sahara au sud. Juste un aperçu en ce qui concerne l'histoire hercynienne des atlas. Vous voyez que dans la figure du haut, ici, le Maroc se situe à cette époque, à la fin du primaire, à l'ouest de l'Ibérie, qui est ici, et en connexion avec, au sein de la Laurussia, en connexion avec les chaînes de l'Amérique du Nord, en particulier les Appalaches. Voilà. Donc ce n'est pas encore l'histoire du Maroc que vous voyez là, c'est l'histoire de la Pangée. C'est ce grand continent unique qui rassemblait, grâce à la chaîne hercynienne, qui rassemblait donc le Gondwana au sud, avec l'Afrique, et la Laurussia au nord, avec l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, au Paléozoïque, au cours de la période hercynienne, le Maroc est inclus dans cette grande chaîne de montagnes qui sépare ces deux grands mastodontes que sont la Laurussia au nord et le Gondwana au sud. Cette chaîne hercynienne, c'est une chaîne de subduction. Voilà, subduction, c'est-à-dire d'ouest en est, on a ici une croûte essentiellement océanique qui est froide et lourde, qui s'enfonce vers l'est, sous une croûte continentale plus épaisse et plus légère, avec du volcanisme, de la fracturation, etc. Mais l'empreinte atlasique est telle qu'on a beaucoup de mal, et il faut être spécialiste, pour mettre en évidence ces particularités en ce qui concerne la chaîne hercynienne. Encore une fois, on ne la voit que partiellement dans la Meseta au nord et au Sahara
au sud. Alors, nous commençons dans l'histoire, on appelle ça l'histoire alpine de ces chaînes de montagnes, c'est-à-dire une histoire qui commence avec la disparition de la Pangée et qui se prolonge jusqu'à l'époque actuelle où on est à l'articulation entre deux Pangées successives, comme je vous l'ai dit, je crois, précédemment. On est à 150-200 millions d'années à peu près de la nouvelle Pangée qui doit avoir lieu à proximité autour du pôle Nord. Donc, le Maroc, vous voyez le cercle blanc, il va être pendant longtemps, c'est le cas au Trias, tributaire de cette mer qui est orientale ici et qu'on appelle la Thétis. La Thétis, c'est une dépendance du proto-océan Pacifique ici et qui se prolonge en direction de l'ouest, vous voyez, au sud de l'Italie et de l'Espagne, jusque plus ou moins profondément au sein du futur continent de l'Amérique du Nord. Le Maroc se situe dans l'extrémité occidentale de ce bras qui est représenté en bleu ici, bleu clair. Voilà. Et pendant cette période du Trias, puis au Jurassique, la polarité sera téthisienne, c'est-à-dire que les influences marines viendront de l'Est et de la Thétis, jusqu'au Crétacé moyen supérieur, où l'Atlantique étant ouvert, on aura à ce moment-là des influences atlantiques dans le Maroc. C'est pour ça que c'est un pays qui est très intéressant au point de vue géologique, indépendamment la qualité des affleurements, très intéressant parce qu'il permet de reconstituer une longue histoire de 2 à 300 millions d'années, faisant l'articulation entre la Pangée hercynienne et la nouvelle Pangée à cours d'élaboration. Donc au Trias, vous voyez que le Maroc est recouvert très partiellement ici par du bleu, c'est-à-dire une mer épicontinentale peu épaisse, quelques mètres à peine, et ceci dans la partie nord. Voilà une carte en haut qui vous montre la disposition des terrains du Trias, et vous voyez que ce sont des terrains qui sont essentiellement jaunes, c'est-à-dire des évaporites, et puis roses, c'est-à-dire des grès et des pélites. Quelques carbonates également dans le Trias moyen. Ce sont des faciès que nous avons vus dans les Pyrénées également. Donc le Trias présente une grande unité à cette échelle. La coupe B en bas, ici, voilà, vous montre la disposition des structures qui jalonnent ce bras de rift du Trias. Vous voyez, la coupe B, qui est ici, traverse, vous voyez, comme l'indique ici le trait, traverse une partie de ce rift en cours d'élaboration.
le rift s'ouvre d'abord avec des terrains continentaux. C'est une dépression à l'intérieur d'un continent, le continent hercynien, et qui traduit l'extension locale, et cette extension va conduire à la transgression marine. La mer va venir après. Mais au Maroc, il y a une longue période au niveau du Trias, mais aussi du Jurassique, où l'on peut suivre dans le détail toute l'histoire de cette transgression tétisienne du Trias et surtout du Jurassique. Voilà, là nous sommes dans le Jurassique et vous voyez que l'océan tétisien qui est ici essaie de s'ouvrir en direction de l'ouest ici, entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, et vous voyez qu'à cette période, la connexion avec l'océan Arctique ici au nord, cette connexion est réalisée dès le Jurassique. C'est-à-dire que les ammonites que l'on va trouver dans les Pyrénées au Jurassique, mais aussi au Maroc, eh bien, elles ont une affinité septentrionale et pas tétisienne. Vous voyez, c'est le long de ce couloir, ici, nord-sud, que viennent les influences marines et qui annoncent l'ouverture de l'Atlantique Nord, entre l'Eurasia et le Gondwana. Mais cette déchirure, évidemment, elle est plus récente, donc elle sépare l'Eurasia de l'Amérique du Nord. Comme je vous l'ai dit, la géologie des atlas marocains, c'est la géologie d'un rift, c'est-à-dire une déchirure crustale qui s'effectue par écartement de deux parties de croûte qui peuvent localement devenir des plaques. Cet écartement, vous voyez, il permet d'abord la montée magmatique, puis la fracturation importante de la croûte, et le manteau supérieur qui est ici peut arriver à la surface. Et si le rift, la déchirure en question, se poursuit, à ce moment-là, on va voir justement un stade beaucoup plus élaboré avec une mer plus large. C'est l'exemple de la mer Rouge actuelle. Et puis, si les choses se passent normalement, à ce moment-là, on aura création d'un océan avec fonctionnement d'une dorsale. Voilà. Mais on n'a jamais eu ça au Maroc. Une autre caractéristique intéressante, c'est la position privilégiée du Maroc, donc entre la Tétis qui se situe sur la droite ici et l'Atlantique. Ça, c'est une carte actuelle. Et il y a, au niveau des atlas ici, toute une structuration transverse qui est à mettre en relation avec l'une des grandes transformantes de l'Atlantique. Une faille transformante, c'est une dépendance du rift, de la dorsale centre-atlantique, où la croûte est instable et où s'installe un volcanisme important, ce qui est le cas, si vous voulez, ici dans le Maroc,
où l'on a voilà, tout l'enchaînement des îles Canaries, ici, qui sont dans le prolongement des Atlas, ici, ce qui fait que l'ensemble est dépendant maintenant, au point de vue structural, de la dynamique d'ouverture de l'Atlantique. Voilà. Alors, c'est une zone qui est tectonisée, évidemment, et le tremblement de terre qui a eu lieu il y a 2 ans au Maroc, c'est un des jeux de cette faille associée ici à la transformante qui a joué dans le Haut Atlas occidental. Ces coupes vous montrent l'organisation générale de la sédimentation au cours du Trias et du Jurassique. Le Jurassique, c'est une tranche de temps et donc de terrain très importante dans les atlas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le fonctionnement du rift au cours du Jurassique. Vous voyez que, décidément, vous voyez que la croûte qui est ici, en marron, n'est pas totalement fracturée. Donc, le rift a avorté. Le rift a avorté. Mais la distension qui a lieu, en particulier au cours du Jurassique, ici, se traduit par toute une série de structures qui ont des caractéristiques géologiques absolument extraordinaires. Parce qu'elles sont bien conservées, on les voit sur le terrain, les conditions d'affleurement sont merveilleuses, et on voit ainsi, d'une part, des failles qui sont à peu près verticales, on voit ensuite des diapyres, ici, c'est-à-dire des régions où le Trias évaporitique, sollicité par la distension, le Trias monte jusqu'à la surface. Je vous montrerai un des nombreux exemples de diapyres également. Et dernier point, le Jurassique est pratiquement plat partout. Il est ondulé, mais il n'est pas impliqué dans des nappes de charriage comme dans les Alpes ou même dans les Pyrénées. Alors, il y a évidemment des différences très importantes d'est en ouest. Vous voyez ici une coupe orientale du Haut Atlas qui vous montre une série jurassique bleue qui est épaisse, très épaisse, parfois plusieurs milliers de mètres. Et évidemment, nous sommes près de la Thétis, donc les influences viennent de la Thétis, et par conséquent, le creux, susceptible d'accueillir les sédiments, est plus important à l'est qu'à l'ouest. Le fond de la mer se relève progressivement de l'est vers l'ouest. Et à l'ouest, vous voyez, à l'approche de l'Atlantique, que le bleu du Jurassique a pratiquement disparu, parce que on se rapproche de l'Atlantique et du fond de rift, du fond de golfe jurassique, et c'est par là que la mer du Crétacé va arriver. Alors, cette carte vous montre, au niveau du Jurassique, vous montre d'une part, ici, la polarité tétisienne, c'est-à-dire la position relative du continent
émergées et de la mer profonde qui se situait à l'est. Et dans cette carte-là, on voit que l'Atlantique est en train de s'ouvrir à gauche. Et vous voyez qu'entre les deux, dans la région de Marrakech, se situe une arche, un isthme, où le Jurassique va se terminer, se biseauter, pour laisser la place au Crétacé. Mais le Jurassique qui se biseaute, il est de polarité téthysienne, et le Crétacé qui arrive est de polarité atlantique. Et il n'ira pas très loin vers l'est, ce Crétacé. Alors c'est cette position-là du Maroc qui est intéressante, parce qu'on est finalement au Jurassique dans un fond de golfe, où la mer est peu profonde, sur des grandes dimensions, et bien entendu, cette disposition sera très favorable au développement des dinosaures, de la faune de dinosaures, qui est une des plus riches au monde, dans le Maroc. Et voilà ce dont je vous parlais au Crétacé, c'est-à-dire vous voyez ici la polarité atlantique, le fond de golfe Crétacé qui est ici, eh bien, se termine pratiquement au même endroit que dans lequel se terminait le golfe jurassique téthysien. Donc on passe d'une polarité téthysienne à une polarité atlantique. Alors, je vous ai mis cette carte géologique avant de commencer notre itinéraire pour vous montrer une zone qui est extrêmement complexe, compliquée, c'est la zone du Rift. Le Rift, qui est au nord du Maroc, fait partie du système des chaînes alpines au sens strict. Ce qui fait qu'il y a là, lors de la mise en place de la Méditerranée actuelle, développement d'une structure qu'on appelle la plaque d'Alboran. Cette plaque d'Alboran se déplace en direction de l'ouest et jusqu'à boucher d'ailleurs le détroit de Gibraltar. Et ce que vous voyez là, c'est toute une série de structures et d'écailles qui se déversent en direction du sud parce qu'elles sont poussées par la plaque. Cette microplaque que l'on connaît très mal d'ailleurs, qui affleure, il y a une petite île, l'île d'Alboran, donne cette structure donc extrêmement complexe, compliquée du Rift. Et nous commençons notre itinéraire par nous allons traverser ce moyen Atlas. La ville de Fès se situe dans le moyen Atlas tabulaire, c'est-à-dire dans la partie nord finalement. C'est une ville qui a eu une très longue histoire, la ville de Fès. Et c'est le fief en particulier de peuplade que l'on appelle les Idrissides. Bon, vous connaissez Fès, je pense, comme moi, donc je ne vais, ou même mieux, donc je ne vais pas entrer dans le détail. C'est une ville tournée vers le tourisme. Par contre, au point de vue géologique, les conditions d'affleurement localement ne sont pas toujours très bonnes à cause de l'absence de relief. Donc, vous voyez, les terrains sont à peu près plats, ils sont jurassiques, donc carbonatés, essentiellement des calcaires et des dolomies que vous voyez ici. Il y a aussi donc des travertins.
c'est-à-dire des dépôts superficiels de cristallisation superficielle des carbonates qui apparaissent sous forme de nodules. Ça, c'est le quaternaire. C'est de l'histoire récente en ce qui concerne dans l'histoire du Moyen Atlas. On est dans le Moyen Atlas tabulaire. Là, on a la plaine de Fès et ce que vous voyez au fond, ici, c'est le Rif. Donc cette vue, elle s'opère en direction du nord et du nord-ouest. Voilà un aspect des terrains jurassiques du Moyen Atlas tabulaire. Il n'y a pas beaucoup de fossiles parce que les roches sont carbonatées, littorales, donc c'est pas là qu'il faut faire de la stratigraphie fine, il faut aller plus au sud. Voilà toujours ce Moyen Atlas tabulaire. Vous voyez ici à gauche, vous voyez les strates qui sont subhorizontales partout. Là, nous sommes dans le parc national d'Ifrane, toujours dans le Moyen Atlas tabulaire, et on a taillé ce lion de l'Atlas, dans les calcaires dolomitiques du Lias inférieur. C'est dans cette région, Ifrane, que ont vécu les derniers lions de l'Atlas. Il y a aussi de la autre faune, des singes, etc. Dans les parcs, le Maroc est un pays où très tôt on a su mettre en évidence, grâce aux parcs nationaux ou aux géoparcs, on a su mettre en évidence la valeur particulière de ces paysages géologiques de l'Atlas, où tout se voit, mais tout n'est pas, comment dirais-je, aussi facile à interpréter que ça. C'est justement très souvent parce que tout se voit qu'il est difficile de tout interpréter. Alors c'est une région également où il y a du volcanisme dans ce Moyen Atlas. Et les volcans que vous voyez là appartiennent au train de volcans qui traversent l'Europe occidentale à l'ouest de la Méditerranée et qui passent par l'Espagne, par la France avec Agde, le Massif central, par l'Allemagne jusqu'en Pologne. Il y a là tout un train de failles avec des volcans quaternaires qui ont été actifs, vous voyez, il y a un peu plus de 1 million d'années. Voilà ce volcan qui est un mare, c'est-à-dire un volcan explosif, et les matériaux, mare, M-A-2-R, les matériaux se sont déposés dans les lacs. Les voilà, ces matériaux dits pyroclastiques, c'est-à-dire des matériaux qui ont été éjectés par le volcan dans l'air et qui se sont déposés dans des lacs pour faire former des mares ou
également sur des terrains fermes. Alors là, nous nous approchons plus au sud du Moyen Atlas plissé, et c'est là qu'on peut étudier dans le détail des structures faillées, des blocs basculés, etc., parce que tout se voit très bien. C'est un exemple ici où vous voyez une discontinuité au sein du Jurassique inférieur. Et vous voyez en bas les couches qui plongent de quelques degrés vers la gauche, très légèrement, et en haut, vous avez toute une série de récifs qui sont installés dessus en discordance et qui progradent, qui se déplacent de la droite vers la gauche. Et il est très difficile d'avoir des paysages aussi évidents que ça. Là, tout se voit. Alors, cette image n'est pas très belle, je m'en excuse. Mais ce que l'on voit, c'est que les couches commencent à plonger en direction du sud. On passe du Moyen Atlas tabulaire au Moyen Atlas plissé. Et nous atteignons le Haut Atlas. Et nous allons faire une transversale, la transversale classique au point de vue géologique, Middle-Terrachidia. Voilà les arrêts. Ça, c'est un classique. Hein. Et vous voyez, il y a une route. C'est une route qui a été construite et aménagée par l'armée française et où il y a des affleurements en veux-tu, en voilà, d'une manière pratiquement continue. Là, on pourrait y passer une semaine à regarder les affleurements, qui sont d'ailleurs extrêmement variés. Ça, c'est la vue à partir du Haut Atlas vers le bassin de Midelt, en direction du nord. Vous voyez, la végétation qui permet des observations géologiques de qualité. Alors là, on arrive dans une région où les séries s'épaississent considérablement dans le lias. On est au début du Jurassique et où on va avoir toute une structuration en relation avec le fonctionnement du rift. Et en particulier, il y a ce qu'on appelle des monticules de boue, ici, vous voyez, on appelle ça des mud mounds, des monticules de boue, c'est-à-dire, au fond de la mer, vous imaginez une faille, cette faille alimente en eau minéralisée, importante et chaude, l'environnement biologique, ce qui fait que vous avez toute une série d'organismes constructeurs qui s'installent à cet endroit et qui vont construire des mud mounds, c'est-à-dire des monticules de boue, en quelque sorte. C'est assez caractéristique du Haut Atlas que ces mud mounds. Alors, bon, les fossiles, il y en a évidemment beaucoup, c'est connu. Là, vous avez des spongiaires dont vous voyez la taille. Là, vous avez toute une série de petits monticules qui sont intercalés dans les marnes. Hein. Vous commencez à voir déjà l'épaisseur des séries. Voilà un récif, une barre récifale. Ici, vous avez des marnes dessous.
ici vous avez des bancs, et puis là vous avez une barre calcaire, et par-dessus vous avez des constructions récifales qui se mettent en place comme ceci. Vous voyez, l'absence de végétation fait qu'on reconnaît les choses très facilement. Et puis c'est accessible. Alors, ce qui est caractéristique de cette région également, c'est l'épaississement considérable des séries. Vous voyez, voilà. Jamais une série jurassique aussi épaisse dans les Pyrénées. Ça, vous voyez, les séries sont vraiment très dilatées, se développent sur des kilomètres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause du contexte de la sédimentation de l'époque. On est dans un fond de golfe, c'est-à-dire une mer qui est peu profonde, ouverte vers l'est sur la Thétis, et évidemment tous les matériaux qui arrivent de la Terre vont se déposer sur une faible distance. Vont pas aller très loin, il n'y a pas la pente suffisante. Ce qui fait qu'on est dans une zone où, en bordure de mer, la sédimentation est très active. Mais toujours peu profonde. Il y a peu d'eau, mais beaucoup de sédiments qui arrivent. Voilà d'autres mademans, ici également. Vous en voyez là, vous voyez, et qui s'intercalent dans des séries plus finement stratifiées. Voilà ces séries du Jurassique. Comme je vous l'ai dit, cette transversale du Haut-Atlas est un classique, non seulement à cause des types de sédiments que l'on trouve et de leur épaisseur, mais également à cause de leur richesse en fossiles. Alors là, vous avez des turbidites dans le lias. C'est-à-dire qu'il y a une période où la sédimentation tranquille a été perturbée par la venue de courants de turbidité. Un courant de turbidité arrive, prend les sédiments et les fait déplacer d'un coup sous l'effet d'un tremblement de terre, et ils vont se déposer un peu plus loin, avec un classement tout à fait particulier qui est lié au courant de turbidité et qu'on appelle des turbidites. Ça vous donne une idée finalement de la topographie de l'époque. En général, c'est un tremblement de terre qui déclenche une turbidite. Vous êtes en bord de mer, une secousse, les sédiments qui sont meubles sont déstabilisés et se déplacent à l'horizontale sur 4-5 kilomètres, pas davantage, et vont s'organiser. Mais je crois que ceux d'entre vous qui sont venus avec moi dans les Pyrénées, je crois que nous avons vu ensemble des turbidites également dans les Pyrénées. Là, nous arrivons plus au sud. Regardez ces épaisseurs de sédiments. Et nous allons maintenant, voilà, Erachidia, filer en direction du sud. Au sud du Haut-Atlas, vous avez un chevauchement. Le Jurassique inférieur, voyons, est-ce que j'ai mis l'interprétation? Oui. Le Jurassique inférieur en haut qui chevauche le Crétacé, qui est plus récent. C'est-à-dire que la compression au niveau atlasique fait que sur les bords, eh bien, les sédiments ont tendance à se déverser vers l'extérieur.
Voilà toujours ce front de chevauchement à Tinnerir. Bon, j'ai mis cette image pour le fun. Vous voyez, cet homme qui fait de l'équilibre sur une corde dans les gorges de Todra. Nous allons donc vers le Haut-Atlas occidental maintenant, et vous devinez déjà, vous voyez le Jurassique qui est ici, qui va se terminer plus ou moins ici, au niveau de Marrakech, et ici on a du Jurassique qui est atlantique, qui est associé à l'ouverture de l'Atlantique, et qui est différent, évidemment. Alors, là, je vous ai montré cette carte. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans le Haut-Atlas occidental, c'est-à-dire dans une zone où les séries sont peu épaisses, sont proches de séries continentales et riches en empreintes de pas de dinosaures. Alors on va recouper cet atlas, ce haut atlas central de Ouarzazate jusqu'à Ouzoud, et on va voir donc les séries du Trias et du Jurassique avec des chevauchements sur le Paléozoïque, sur le primaire. Ouarzazate, c'est une ville touristique qui est au sud du Haut-Atlas, que vous voyez à l'horizon, qui est au centre d'un bassin vert, donc de Crétacé inférieur, et au-dessus, au nord, vous avez le Haut-Atlas occidental qui est fait donc de couches triasiques et jurassiques. Et l'anti-atlas au sud, lui, il est fait de granit, de gneiss, de roches vraiment anciennes. On est, comme je vous l'ai dit, dans l'extrémité occidentale du bras de rift tétisien, et par conséquent, là, les séries vont diminuer considérablement en épaisseur et être traversées par des discordances. Il y a plein de discordances. Une discordance angulaire, telle que celle que vous voyez ici. Le Trias est horizontal, le Paléozoïque est oblique, ça veut dire que c'est la discordance hercynienne que l'on voit là. Ici aussi, on a l'Ordovicien, c'est-à-dire le Paléozoïque qui est ici, et on a le Trias horizontal qui se développe par-dessus. Ça veut dire qu'il y a un léger basculement correspondant à l'orogenèse hercynienne. Voilà cette discordance. Là, nous sommes donc dans la partie occidentale du Haut-Atlas central, et les séries triasiques sont très développées et sont en relation, en connexion avec le Paléozoïque. Vous avez le Paléozoïque est ici, et voilà le Trias par-dessus. Ça, ce sont des paysages que l'on ne voit pas dans les Pyrénées.
Voilà de nouveau le contact entre Trias et Cambro-Ordovicien. Le Trias, je vous l'ai dit, c'est la première étape de sédimentation au sein du bassin atlantique, sédimentation de polarité tétisienne. Polarité tétisienne. C'est un Trias qui est comparable par sa structure d'ensemble, sa composition, au Trias des Pyrénées, mais plus épais. Mais voilà, on a un Trias inférieur rouge qui est gréseux et conglomératique, un Trias moyen plutôt carbonaté et un Trias supérieur évaporitique avec du sel. Le Paléozoïque affleure dans d'excellentes conditions dans ce secteur-là, qui est un secteur touristique. Voilà encore les séries du Trias et du Jurassique, qui ici sont peu affectées par la tectonique. Voilà les conditions d'affleurement de ces couches. Vous voyez, ce sont des couches dans le Jurassique inférieur, elles sont rouges, elles sont riches en oxyde de fer, et localement, vous avez des rides de courant que vous voyez ici à droite. Des rides de courant, cela veut dire que ce sont des sédiments qui se sont mis en place sous 20 cm d'eau à peu près, maximum. Vous voyez, ce sont des rides littorales, et c'est là que les dinosaures pouvaient venir chercher le poisson ou les crustacés, etc. Il y a aussi des polygones de dessiccation, c'est-à-dire que vous avez une sédimentation argileuse qui s'est déposée sous quelques centimètres d'eau. L'eau s'en va par évaporation, et à ce moment-là, la terre se craquelle pour donner ces polygones de dessiccation qui indiquent encore une fois la faible épaisseur, très faible épaisseur de la tranche d'eau. Bon, les maisons caractéristiques de ce secteur, d'Aibougemmes, toujours les mudmounds que vous voyez ici, les monticules de boue. Voilà, et là vous avez les couches qui sont finement stratifiées. Les turbidites jurassiques, là il y a une tranche d'eau qui est un peu plus épaisse, mais les tremblements de terre ont fait que les matériaux ont été déstabilisés et on a des structures comme ça. Vous voyez, là on voit bien que le sédiment d'en dessous a été déstabilisé, a glissé, et ça s'est fait d'un coup. Au-dessus, la couche qui est au-dessus, elle était plate. Donc, ces choses-là, vous ne les trouvez pas dans des mers profondes, dans des océans profonds. C'est très littoral comme structure. Alors, le Haut-Atlas a une histoire essentiellement jurassique, nous venons de le voir. Ensuite, au cours de la période alpine, c'est-à-dire au cours du Crétacé, c'est l'histoire d'une transgression marine venue de l'ouest, dont je vais vous montrer quelques exemples, mais au Tertiaire ensuite, le milieu est continental et la sédimentation, qui est une sédimentation fluviale, remplit les creux au sein du substrat jurassique, et vous en avez ici un exemple avec la cathédrale. C'est une
accumulation de conglomérats miocènes, tertiaires, très récents, par conséquent. Regardez ces épaisseurs de sédiments du Jurassique, et on a là plusieurs rides. Alors je vais vous montrer la suivante. Voilà. Voilà. Là, vous voyez que les couches qui sont à gauche ici sont subhorizontales, et petit à petit, vous voyez, elles deviennent verticales ici, ce qui fait que ça souligne la structure diapyrique. Le diapyre a fonctionné à cause du sel qui, comprimé, eh bien, monte, s'installe dans les structures quand il le peut, et le diapyre fonctionne tant qu'il y a du sel. Quand il n'y a plus de sel, qu'il n'est plus mobile, à ce moment-là, le diapyre s'arrête. Alors, cet arrêt a lieu soit parce que la mer est là, elle lessive le sel, soit que, eh bien, il n'y en avait pas suffisamment pour continuer le fonctionnement faire continuer le fonctionnement du diapyre. Et là, ce que l'on voit, c'est justement la période de fonctionnement du diapyre. Vous voyez que ces couches-là, elles sont verticales, mais elles se sont au départ déposées à plat. Le sel qui était sur la droite ici a poussé, parce qu'il est plus léger évidemment que les autres sédiments, a poussé et a redressé les sédiments, les couches jusqu'à la verticale, et ce redressement s'est fait progressivement comme l'indique l'éventail ici. Ce qui fait que lorsque cette couche supérieure se dépose, le diapyre ne fonctionne plus. Alors ça, c'est une des caractéristiques également du Haut Atlas marocain. Alors, l'autre caractéristique, évidemment, ce sont les gisements fossilifères qui sont très, très abondants. Vous avez là des ammonites. Bon, là, je vous ai mis donc du Jurassique rouge à Ben El Ouidan, c'est-à-dire qu'on s'approche de la bordure nord du Haut Atlas. Voilà le village de Ben El Ouidan, avec ici, vous voyez, une trace de pas de dinosaure, et en voici un qui est ici. Il a une empreinte fourchue, c'est un carnivore. Celui-ci, vous voyez, il a une structure en pattes d'éléphant, c'est un herbivore. C'est dans cette région que se situe le célèbre le travertin de la cascade d'Ouzout. C'est un lieu touristique très fréquenté. Les terrains que vous voyez là, ce sont des travertins, c'est-à-dire des dépôts carbonatés qui ont été amenés par l'eau, ici, à partir des reliefs jurassiques qui sont derrière. C'est dans ce secteur que se situe le géoparc d'Ungoum. Ce géoparc, il a une dizaine d'années et il est très fortement visité parce que il y a en particulier des squelettes, on présente des squelettes de dinosaures. Je vais vous en montrer
Voilà, en voilà un ici. Vous voyez la taille par rapport à la dame. Il s'appelle Atlasosaurus, c'est-à-dire que le genre a été défini dans l'Atlas. Il y en a plusieurs genres d'ailleurs. Celui-ci, c'est un squelette qui fait 18 mètres de longueur et qui a été conservé à 90%. C'est un exemple rare. Il n'y a qu'en Chine qu'on trouve des squelettes conservés à ce taux-là. Alors, il y a une dizaine d'espèces à peu près de dinosaures, et évidemment, le géoparc du Goum, c'est une structure qui est donc organisée pour, vous raconter l'histoire de la Terre dans ce bâtiment et la position, le rôle des dinosaures au Jurassique dans ce secteur-là, et puis ensuite, vous avez des cartes qui vous permettent d'aller voir les empreintes sur le terrain, les empreintes de dinosaures sur le terrain. Et chaque zone d'empreinte est bordée par un mur, donc on ne peut pas y accéder, et il faut donner une clé à un gardien ou une gardienne pour accéder, et on vous surveille pendant que vous visitez. Donc les structures sont très bien conservées, et je ne sais pas si j'en ai mis là. Ah, en voilà. Vous voyez ici, il avait 3 ongles. Ici on les voit moins bien. Ça, c'est un carnivore. Il attrape la proie. Donc il y en a des dizaines d'endroits où on peut voir les empreintes de pas de dinosaures sur le terrain. Et pour terminer, je vous amène dans l'Anti-Atlas. Tout à l'heure, nous étions dans cette région du Haut-Atlas. Nous étions ici, dans le Haut-Atlas occidental, c'est-à-dire dans une zone où on était au fond du golfe Jurassique, et c'est pour ça, c'est par là que se situent la plupart des gisements de dinosaures. Ce n'est pas plus à l'est, à droite, ici, parce qu'il y avait trop d'eau. Donc, ils vivaient dans la partie occidentale, ils vivaient dans ce secteur-ci, et ils ont été fossilisés sur place dans ce secteur. C'est pour ça qu'on a installé le géoparc du Goum, qui couvre toute cette surface, oui, Beni Mellal, voilà, ici, tout ça, jusqu'à... voilà. Et évidemment, vous avez des itinéraires qui sont balisés et des structures d'accueil. C'est-à-dire que vous pouvez manger et dormir sans aucun problème, et on vous donne des guides, donc vous pouvez visiter le géoparc en étant autonome. Alors nous terminons notre itinéraire avec l'Anti-Atlas, depuis Erachidia jusqu'à Merzouga. Alors, l'Anti-Atlas, c'est essentiellement des terrains paléozoïques qui sont associés, liés à la plateforme saharienne. Mais au nord, à l'approche du Haut-Atlas, eh bien, on va trouver la discordance du Crétacé supérieur sur le socle. Dans toutes nos régions d'Europe occidentale, le Crétacé supérieur et d'Afrique du Nord, le Crétacé supérieur, c'est une période de calme tectonique
importante. Ce qui fait que il n'y a plus de grandes chaînes de montagnes, parce que la chaîne hercynienne a disparu, la chaîne pyrénéenne n'est pas encore formée, et ce qui fait que ces plateformes du Crétacé supérieur vont recouvrir des immensités, des surfaces très très grandes, et c'est le cas ici, puisque cette plateforme cénomanienne, eh bien, elle a traversé le Sahara et mis en connexion les plateformes de l'Atlas avec celles du golfe de Guinée. Vous voyez, c'est une période où il n'y avait pas de glaciers, les pôles étaient complètement dépourvus de glace et il n'y avait pas d'activité humaine à l'époque. Mais il n'y avait pas de glace non plus. Et alors, ce que l'on voit dans l'anti-Atlas, c'est justement la trace de cette transgression très importante de la mer cénomanienne, la mer du Crétacé supérieur, en direction du sud. À la base de la série Crétacé, il y a des nappes qui sont plus ou moins fossilisées, c'est-à-dire entre le Crétacé supérieur qui est perméable, calcaire, et le substrat paléozoïque qui est imperméable, eh bien, quand il pleut, ce qui arrive, l'eau reste emprisonnée. Et étant donné que cet emprisonnement s'effectue sur de grandes surfaces, il y a une pression qui s'opère progressivement au niveau de nappes, et ce qui fait que quand il y a une fracture favorable, l'eau sort dans une espèce de puits artésien, comme c'est le cas ici. Voilà cette eau qui ruisselle et qui assure le concrétionnement du carbonate de calcium. Alors c'est une région très touristique, essentiellement pour ses paysages, les paysages de dunes, mais on y trouve également des dattes. Ce qui est intéressant aussi dans cette région, c'est l'abondance en fossiles des terrains paléozoïques. C'est là que les gens vont chercher des fossiles pour leur collection, pour les revendre, etc. Ce qui est formellement interdit désormais. Mais enfin, donc, si vous avez envie d'aller voir des fossiles sur place, c'est là qu'il faut aller. C'est sur la bordure sud du Haut-Atlas. Bon, ça, c'est une ville ancienne, évidemment, qui est à l'état de ruine maintenant. Voilà le Silurien, avec des conditions d'affleurement très importantes, très bonnes. Et c'est là-dedans que l'on trouve les fossiles. Vous voyez, les géologues qui sont là marchent sur une dalle qui est sombre et qui est bourrée de fossiles. Alors, les voilà. Les voilà, ce sont les fossiles que vous voyez dans les boutiques en Europe. Ce sont des orthocères et des clymini. Les orthocères, ce sont des céphalopodes rectilignes, et les clymini sont au contraire enroulés, comme vous le voyez ici. Par contre, c'est pas encore l'époque des ammonites, là. Comment? C'est pas encore l'époque des ammonites. C'est pas encore les ammonites, non, non. C'est les ancêtres.
C'est vieux ça quand même. C'est 500 millions d'années ça. C'est dans le Paléozoïque. Je veux dire, cette époque-là, c'est 500 millions d'années à peu près. Ces populations, Cette époque-là, c'est à peu près de 500 millions d'années. c'est à peu près 300 à 400 millions d'années. Voilà, silurien, 300 à 400 millions d'années. Et les ammonites sont arrivés au Trias. C'est-à-dire, il y a 200 millions d'années. Alors voilà ce qu'on en fait sur place et qui est dédié à la vente. Je ne sais pas si ce commerce, ce trafic continue, qui se traduit évidemment par un pillage important des gisements. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a une vingtaine d'années. Allez, les voilà les Clyménies et les orthocères. Vous voyez, c'est pas mal comme plat décoratif. Et voilà, nous étions dans la région de Sigilmassa et nous allons maintenant vers la dune de Merzouga. Voilà, vous voyez cette dune qui est ici. Voilà. C'est un lieu touristique également très, très important. La voilà, cette dune de sable, et on peut la visiter soit à pied, ce que vous voyez ici, soit à pied, voilà, soit plus facile à dos de dromadaire. Voilà ce que je voulais vous montrer. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.